Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Ah ouais merde, j'ai oublié d'appuyer là. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de parler de l'actualité et d'analyser comment les médias en parlent et surtout se taper des barres, en rire et parfois s'énerver un petit peu. Aujourd'hui, le sujet principal de notre CKR sera le dîner du CRIF, ce dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France qui réunit beaucoup de personnalités, dont des politiques, et qui peut être un peu problématique, et vous allez comprendre pourquoi. Surtout quand on parle de condamner l'entrisme islamiste des fréristes et tout, on va dire « Ah, là il y a un entrisme !» Et pourtant, il a l'air d'être ok, on va revenir là-dessus. En tout cas, toujours content de vous avoir. Merci pour la force que vous me donnez. C'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous chaque jour, de monter petit à petit, de scale, comme diraient les entrepreneurs. En tout cas, c'est vraiment un kiff de pouvoir avoir des gens avec qui on peut discuter, papoter, rigoler. Si vous voulez soutenir, il y a le Tipeee et merci pour toutes celles et ceux qui ont balancé sur le Tipeee. Ça fait trop plaisir, vraiment n'hésitez pas, donnez de la force aussi. Juste si vous pouvez pas, en followant la chaîne YouTube, en followant la chaîne Twitch et d'ailleurs toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez l'écouter aussi. Et j'ai eu plein de messages aussi et je tenais à remercier notamment mon gars sur Jubev et Marlise, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient m'aider pour avoir ma station thermale en néon derrière. Franchement, merci mille fois, j'ai été trop touché que vous ayez envie de m'aider. Parce que voilà, j'ai dit ça comme ça, tu vois, et je me suis dit, bah quand tu auras les sous, on le fera. Et du coup, j'ai trouvé un prestataire. Mais laisse tomber mon frère, je vous montre. Alors, on va commencer d'abord, le truc était stylé, hein. Il m'a envoyé ça, tu vois, par rapport au logo que j'ai fait. J'ai repris la typo de la nouvelle DA CKR, parce qu'il y a deux typos. T'as la typo des grosses lettres CKR et puis t'as la typo comme ça et tout. Et je me suis dit, ah putain, chambé, machin. C'est exactement ça, la station thermale, ce serait trop stylé et tout, machin. J'ai trouvé ça génialissime. Et ensuite, ils m'ont envoyé le devis. Et hop, on est à 562 € hors taxe. Et il m'a dit, je peux vous faire 10% maximum, c'est-à-dire 500 € hors taxe. Je lui ai dit, non, c'est pas dans le budget. Alors, j'ai tenté un petit coup, j'avoue, un truc que je fais jamais. Mais là, je me suis dit, vas-y, on va tenter, on sait jamais. J'ai dit, écoutez, ce que je vous propose, j'ai parlé avec la voix de Pascal Pro, ce que je vous propose, c'est de mettre à disposition mes réseaux sociaux, comme l'émission est regardée sur Facebook, où ils sont plus de 20, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram. Je propose du coup de faire un partenariat. Quelque chose qui pourrait... Il m'a dit non, on a arrêté de faire des partenariats, donc merci beaucoup, au revoir. Ok. Station thermale du coup, pour le jeu de mots. Ouais. Si, j'ai fait le coup de la visibilité, j'ai essayé. Il m'a renvoyé dans les cordes live, vraiment. Ah oui, thermal sans le H, ouais, je sais pas. Non, ouais. Parce qu'après, en fait, après, si on fait ça, en vrai, ça a du sens. Avec sans le H. Par rapport au fait qu'on dise les termes et tout. Mais tu connais, il y a trop de gens qui vont tiquer. Et même moi le premier, hein, en se disant non mais il y a une faute de frappe. Non mais il y a une erreur. Non il y a une coquille. Non ils se sont trompés. Donc voilà. Donc je me dis... Voilà c'est ça. Il y a plus de gens qui vont être... Non mais en vrai, non mais c'est pas con ce que t'as dit. C'est pour ça, franchement c'est pas con du tout. Mais c'est vrai qu'après ça va nous perturber. Écoutez ma foi, affaire à suivre. Au moins ils nous ont fait le visuel. Maintenant on sait qu'on... sans le là, pour voir station thermale en direct de la station. Ah, je sais pas. Juste station thermale. Non, il y a un équilibre. Ouais, au fait, vous voulez qu'on retire toutes les lettres? Venez, on met juste mal. Ce sera moins cher. Ah, putain. Non, faut garder l'âge parce que l'expression, c'est les termes en direct de la station thermale. Mais oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le point qui me perturbe, moi. Ah oui, mais ça, c'est parce que, en fait, dans toute la... Le point? Non, mais le point, c'est la DA.
Le point, c'est la DA. Attendez, je vous montre, chacal. Ça, c'est ma petite DA perso, ça, la station Mal. DA New Logo CKR. Alors, je vous montre, parce elle a été réfléchie longuement par toutes mes équipes. C'est-à-dire, il y avait Kevin, il y avait Razi, un gars là, Kevin Razi aussi qui était là. Donc en fait, ah non, rien à voir. Oui, c'est ce logo-là. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours un point et c'est toujours en minuscule. Voilà, c'est une DA. Si vous voulez les couleurs officielles, c'est celle-ci. Très jolie. Vous pouvez même en faire un bandeau que vous mettez comme brassard de capitaine, tu vois. Et donc, à chaque fois qu'il y a écrit un mot, que ce soit podcast, machin, il y a toujours le petit point parce que j'aime bien. Je trouvais que ça donnait un délire. Thermal, la chaîne masculiniste. Pas mal. Vous êtes chaud. Voilà, donc je vous montre un peu. Un petit peu tout ça. T'as demandé à Tony Zu pour le panneau lumineux? Je connais pas, je connais pas. Un futur drapeau du parti FMR. Mon équipe, ouais, on a bien bossé avec l'équipe. Bref, bon, allez, on va enchaîner parce que quand même, avec un logo spatial, pourquoi pas. La station thermale avec un logo spatial, je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. En tout cas, si je trouve moins cher ou si on trouve un partenariat, s'il y en a qui peuvent, dans leur entourage, diguer s'il y a des gens qui font des trucs comme ça et qui sont prêts à collaborer avec nous, eh ben n'hésitez pas. Voilà. Et si vous trouvez un partenariat, même, la vie de ma mère, vous prenez votre pourcentage, bien sûr. Allez, vous êtes tous mes agents sur ce coup-là. On est ensemble, on passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Et donc là, enfin ça fait plaisir, c'est cynique, hein, mais je sais pas si vous avez vu cette info qui est sortie ce matin dans Mediapart. Et j'ai l'article d'ailleurs si vous voulez que je vous lise. Une députée RN débranche en urgence son assistant parlementaire néo-nazi, ami de Quentin Derenque. La députée d'extrême droite Lisette Paulet a annoncé mardi qu'elle se séparait de son collaborateur Vincent Chaudin juste après avoir reçu nos questions sur les tweets pro-Hitler et antisémites publiés pendant des années par celui-ci. Pendant des années Purée de pommes de terre. Le militant était un des meilleurs amis de Quentin Derenque. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va aller checker un petit peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Le sursaut, c'est maintenant. Ouais, la vie de ma mère. On va aller checker un peu ça. J'ai l'article. Donc, si vous voulez, je vais vous le lire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est par un simple message posté sur le réseau social X mardi 24 février, en fin d'après-midi, que la députée Rassemblement National, Lisette Paulet, a soudainement et publiquement remercié l'un de ses assistants parlementaires. Suite aux dernières révélations de la presse, je me sépare de mon collaborateur, a écrit l'élu d'extrême droite, sans plus de précision. De quelle révélation parlait-elle? Le 20 février, Mediapart avait effectivement dévoilé que Vincent Caudin, qui travaille à ses côtés depuis avril 2025, avait été membre du groupuscule violent Lyon Populaire, dissous en juin de la même année, notamment pour exaltation de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Déjà questionnée en amont de la publication de cette enquête, Lisette Paulet n'y avait vu aucune raison de se séparer de son assistant. Selon elle, il ne faisait partie d'aucun groupe militant lors de son recrutement, puisqu'il avait été exclu en juin 2024 de Lyon Populaire, suite à son refus de cautionner une action violente menée par le groupuscule. Il suit scrupuleusement la ligne fixée par le groupe et je n'ai pas eu à me plaindre de son travail, le défendait alors l'élu de la Drôme. Et ouais. Ah ouais, d'accord. Vous voulez voir un petit peu les bails Je vais enregistrer la photo, je vais la montrer, chacal. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, hop. Ici. Ça marche pas. Ok, très bien, Kevin. Tu vas faire autre chose parce que les gens attendent. Oui, bah ça va. Je vous ai dit, on est une grosse équipe. C'est pour ça que je parle tout seul. Hop, je vous envoie ça ici. Bim, bam, boum. Je fais comme quand je suis au téléphone et qu'il y a quelqu'un qui attend que je cherche mon numéro de carte de sécu. Alors, je regarde pas ici. Hop, 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 pim, paf, oup, oup, oup. Ah, voilà. Voici les messages de ce fameux attaché parlementaire. Joseph Antoine. Yel Brown privé, Mistral AI. Ok, grognasse.
En attendant, ton plus beau pays du monde devient un coupe-gorge qui offre ses enfants en sacrifice aux métèques. La France est devenue tellement marron que quand son actualité... Ça, c'est en 2024. Quand son actualité ne consiste pas à évoquer toutes sortes de crimes commis par des fennecs consanguins, Mimomèse, il te vise, on commente de la malbouffe pour Mouker et ou la randonnée d'un mulâtre connu pour jouer à Fortnite. Waouh. Et B... non, je suis pas au courant de l'histoire, Jenny. Ensuite, les hommes pouvaient lancer des éclairs avec les yeux avant de se métisser avec des races de singes donnant l'humanité actuelle. L'eugénisme permettra de retrouver ses pouvoirs. Une fille, sans doute enivrée, m'a dit que je ressemblais à Hitler avec mon béret. J'avais aussi un trench et une moustache. Je l'ai remercié. Si la remigration a lieu, nous sommes au pouvoir. C'est que nous sommes au pouvoir. Et si nous sommes au pouvoir, ce jeune homme sera rééduqué. Il faut brûler Elisabeth Bornstein et dégager la Constitution, et non l'inverse. Le problème du voile, c'est l'islam, pas le voile en lui-même. Et l'arabe qui est en dessous. Et bien sûr, ce sont des pédales. Ah ouais, non mais vraiment. Et lui, c'était le meilleur pote de Quentin. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que ça, on en parle ou pas? On en parle ou pas des proximités entre Rassemblement National et extrême droite? Parce que force est de constater que non, le parti a changé. Là, ces derniers temps, on nous disait le parti a changé, ça va, tout va bien. Vincent Claudin est aussi et surtout un authentique militant néo-fasciste. Attends. Ah oui, Vincent Claudin, d'accord. Il s'appelle Vincent Claudin, le gars qu'on a vu, mais son pseudo, c'était Joseph Antoine. Vincent Claudin est l'un des meilleurs amis de Quentin de Ranc, militant d'extrême droite tué le 14 février à Lyon. Lors d'un affrontement avec des antifascistes, lui et son frère cadet Baptiste Claudin, également passé par Lyon Populaire, font partie des très rares proches de l'étudiant de 23 ans à avoir pris la parole dans les médias pour honorer la mémoire de leurs camarades. Rencontré à l'église traditionnaliste lyonnaise de Saint-Georges, Vincent Claudin est aussi et surtout un authentique militant néofasciste. Tendance nazie, comme Mediapart a pu le documenter en exhumant plus de 4400 posts publiés sur X entre décembre 2021 et février 2026. On n'est pas sûr. Non, mais j'avais 11 ans. Non, vraiment. Via 2 comptes anonymes successifs. Le jeune homme y affiche son admiration pour le Troisième Reich, son espoir de l'avènement d'un régime fasciste et eugéniste en France et déverse sa haine des juifs, des personnes racisées, des homosexuels. Moins d'une heure après avoir reçu nos questions sur les publications de son collaborateur, Lisette Paulet a annoncé se séparer de celui-ci. Également interrogé par Mediapart, Vincent Claudin n'a pas donné suite à nos sollicitations. Non mais c'est une dinguerie. Dinguerie. Il a tout supprimé 2 jours avant l'attaque de Quentin. Ah ouais? Il est là l'entrisme, c'est clair. Non mais c'est une dinguerie. Le jeune homme s'amuse de la Ralph du Veldiv. Je retiens que c'est acceptable à condition de faire ça dans des conditions dignes. Heureusement que la SNCF climatise désormais ses voitures. Hostile lorsqu'un utilisateur feint de s'inquiéter de se faire insulter d'antisémite, il s'étonne. C'est une insulte? Pensant n'être jamais identifiable, Vincent Claudin s'autorise à faire sans détour l'apologie du nazisme. En janvier 2022, à un internaute qui se demande ce qui se passerait si Hitler était au pouvoir, il répond sans hésiter: l'Europe se régénère. Quelques mois plus tard, il se réjouit qu'une femme ait trouvé qu'il ressemblait à Hitler. Oui, ça on l'avait vu. Mais comment il s'est fait cramer? 2 mois avant son arrivée à l'Assemblée nationale, le futur assistant parlementaire s'adresse à la présidente du Palais Bourbon avec une misogynie et un racisme. Ça, on l'a lu. Son choix de finalement travailler pour une députée interroge, tant il affiche une détestation profonde de la République et de la démocratie. En janvier 2022, quand un éditorialiste de BFM estime que s'en prendre physiquement aux élus, c'est le début du fascisme, il répond: si seulement. Un mois plus tard, il se félicite de savoir que la religion est contraire à la démocratie qu'il exècre. L'assistant parlementaire a vraisemblablement jugé plus prudent de supprimer son dernier compte anonyme lorsque les projecteurs médiatiques se sont braqués sur Quentin de Ranc et sur la mouvance néofasciste au sein de laquelle ce dernier s'est engagé. Le dernier tweet de Vincent Claudin que Mediapart a pu retrouver date du 10 février, soit 2 jours avant l'agression mortelle de son ami. Il a également effacé son compte LinkedIn. Quelques semaines avant de rejoindre la députée RN Lisette Paulet, il reprochait sur X au parti Le Pénis de tenter de faire le ménage parmi ses candidats. Je baille de choc. C'est une dinguerie.
Et oui, évidemment, personne n'est en boucle là-dessus. Hein. Non, bah non, là, le narratif, ça va pas dans le sens du vent, là, évidemment. J'ai oublié de vous lire les petits messages, là, on va le faire. On va le faire. Les petits messages qui ont été envoyés concernant le dernier épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message ? Ça fait plaisir de rattraper le live que j'ai malheureusement raté, nous dit Baolistru. Merci à toi de rattraper. Leila Blouchou qui dit c'est Ker qui fait du bien. C'est toi qui fais du bien, merci beaucoup. Prums depuis la station thermale, Jubev, merci mon frangin. Manuel Pedrosa qui dit je galère avec le Shell Gumi Code, on me laisse rentrer nulle part. Tactique ou... Ah non. Iturk Tarataraki Tatari, c'est ça. Hein. Ce son va faire du bruit en bien ou en mal, j'espère qu'ils ne l'interdiront pas. Kulutama, merci Kevin, tu es une respiration dans ces moments un peu lourds, merci The Shrike. Tic Turk, dit le vrai Ben. Et il y a Julien qui dit il y a déjà eu une enquête sur la CAF répression de la part de l'excellent le média. Attention, grosse somme head. Ne le regardez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood. Ok. Ouais, bah franchement, merci beaucoup pour tous les messages. Ça fait trop plaisir. On est ensemble, on passe tout de suite au Mezze. Les petites news à partager entre amis, en famille, sur la route, t'es en train de nous écouter, on t'accompagne, que tu sois dans les transports en commun, ou bien que tu sois à l'école. Bah, a priori, non, là, si, encore les vacances un peu partout, je sais plus quelle zone. Que tu sois tout seul pendant la pause déj, il est 13h, là, et que t'as pas envie de parler avec tes collègues, t'avais envie de te caler avec ton petit sandwich triangle, ta petite canette et un épisode dans tes oreilles de CKR, et ben t'as bien fait Chacal, on est ensemble. T'es en vacances en Bretagne, et ben j'espère que tu kiffes bien en tout cas. On va commencer tranquille avec, méfiez-vous, des photos partagées sur les réseaux. Regardez cette masterclass de debunk qui nous est proposée par Vivre Moins Con. Et c'est sur les collabos étaient de gauche. Ça, c'est le nouveau truc à la mode en France. On décide de réécrire l'histoire. Allez, c'est parti. Les ministres du premier gouvernement du régime de Vichy étaient de gauche. Regardez là, c'est écrit dessus. Ce montage qui connaît un succès fou sur X parie sur la loi du moindre effort. Devant une telle marée d'étiquettes précises, on va pas se fatiguer à tout vérifier. On ne sait d'ailleurs pas forcément comment faire, alors que l'image, elle, est immédiatement disponible. Ce passage du chapitre écrit par Laurent Joly dans France Fiction débunk la photo, mais comme il n'est pas immédiatement disponible, vidéo. On a d'abord du beau gros mensonge. Baudouin, étiqueté extrême gauche, est entré en politique début 40 grâce à son protecteur Paul Reynaud, président d'une coalition penchant à droite. Ça là, ça sort de nulle part. Boutillier, hostile au Front Populaire, et longtemps bras droit du même Paul Reynaud, pas du tout radical gauche. Procédé un peu plus subtil, voire drôle, l'homonymie. Raphaël Alibert était syndicaliste CGT, mais pas lui. Lui était monarchiste, réputé appartenir à la Cagoule, groupe terroriste d'extrême droite, et précepteur d'un prétendant au trône de France. Ibarné Garay n'a jamais été au parti socialiste, mais au parti social français fondé en 1936 par le colonel Delarocque, un parti de droite, nationaliste, catholique, anticommuniste. Darlan radical, son père à la limite, un député républicain progressiste, mais l'amiral n'a jamais été encarté et méprise déjà le parlementarisme avant 40. Dernier procédé redoutable, l'essentialisation. Aujourd'hui, personne ne classerait Éric Zemmour à gauche. Mais dans 80 ans, on pourrait tenter de le faire croire, en rappelant qu'il a voté 2 fois Mitterrand dans sa jeunesse. C'est ce qui se passe avec Laval, ici, la SFIO là. Il la quitte au début des années 20. En 1927, il est élu sénateur sur une liste de droite. Il ne siégera plus que dans des gouvernements dominés par le centre-droit ou la droite. Il en dirigera plusieurs avant d'être écarté du pouvoir par le Front Populaire, dont il est la bête noire. En 1940, Laval est une figure de la droite parlementaire. Si on devait étiqueter les ministres de l'été 40, ça donnerait ça, un gouvernement d'union des droites, comme l'écrit Laurent Joly, à l'exception, c'est vrai, de René Belin, responsable CGT, absent de la photo. Gouvernement dont l'idéologie est franchement je suis d'accord avec toi, Mo, qui dit MDR, ah ouais, ils n'y vont pas de main morte avec le mensonge et la manipulation. Non mais c'est une dingue. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même une putain de dinguerie qu'on soit obligé en 2026 de débunker ça.
et que ça vienne de la part, en plus, de gens, mais qui sont censés avoir un tant soit peu de culture. Hein. Réactionnaire, c'est l'ordre moral qui prend immédiatement des mesures réclamées de longue date par l'extrême droite et qui sera soutenu par... Très très bonne analyse de Vainé. De Marlis qui nous dit loi de Brandolini en direct live, une photo, une demi-seconde à regarder et toute une vidéo pour débunker. Qui l'aura vu après avoir vu la photo? Mais oui. Des figures venues de la droite nationaliste, Mitterrand militait chez Delaroque jusqu'en 38 et parfois de la gauche, ce que Simon Epstein a questionné et que Tristan Rouquet a comptabilisé. 10% des intellectuels collabos étaient engagés à gauche avant-guerre contre 50% à l'extrême droite. Toutes les familles politiques ont des fantômes dans le placard. On peut les affronter, les condamner ou les nier, rejeter la faute en déformant. Condamner sans détourner le regard, c'est quand même mieux. Quand on le fait pas, c'est peut-être qu'au fond, on n'en a pas envie. La photo retouchée. C'est un conte d'histoire de Kevin Bossuet, de ouf. On le sait, on le connaît le chacal, on le connaît bien le chacal. Non mais c'est flippant, c'est ultra flippant. Le mensonge, c'est l'apanage de l'extrême droite. On va pas se mentir, surtout là, dans notre France actuelle. Catherine Boachat qui nous dit depuis toujours, ce sont des mythos. Chris qui dit c'est du beau. Magnifique debunk de Vivre moins con. Allez le follow. Hâte d'entendre Johan Chapoutot sur les propos d'Alain Bauer, justement. Bah tiens, en fait, on l'a fait à l'envers. Alors, regardez ce qu'Alain Bauer dit. En vrai, j'aurais dû vous le montrer ça avant la vidéo qu'on vient de voir. C'est quand même dingue. Alain Bauer, on sait pas trop, professeur émérite de criminologie et il intervient vraiment pour tout. C'est-à-dire que c'est géopolitique, c'est la police, c'est l'école, il est là pour tout. Non, et puis alors deuxièmement, j'ai un côté agaçant avec cette affaire. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont aucune culture historique, et particulièrement à Monsieur le maire de Lyon, parce que je suis lyonnais, que dans la résistance, une très grande partie des résistants contre l'occupation nazie étaient des militants de droite, voire d'extrême droite, et que chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Voilà, donc faudrait arrêter avec cette réduction ad Hitlerum. J'ai aucun lien commun avec les militants nationalistes révolutionnaires identitaires, mais du point de vue du retour à l'histoire, Lyon est la capitale de la résistance et les résistants ne faisaient pas le tri dans les opinions politiques. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est quand même. C'est quand même assez dingue que le mec soit invité sans contradiction à balancer ça. Donc merci pour le debunk de Vivre moins con. Alain Bauer, c'est quand même un mec qui raconte bien de la merde depuis un sacré moment. Bah ouais. Là, le frérot, ça va pas du tout. Là, il va falloir qu'il arrête d'aller à la télé, qu'il songe à se reposer, tout simplement. Vice qui nous dit « La meute panique et s'accroche au déni. C'est rare que les bobos dérivent et mentent. » Que Bobo dérive et ment. Trancal qui dit la majorité des Français, quel que soit leur bord politique, ont collaboré ou ont baissé la tête. La résistance a été une poignée, le chagrin et la pitié. On enchaîne. C'est sur Instagram, Vivre moins con. Ouais. Et ça s'écrit comme ça se prononce, le tout en attaché. Il y a un partisan du Rassemblement National qui a appelé à brûler vive la députée Rima Hassan. Et évidemment, ça ne fait pas le tour des médias. Parce que c'est rien, ça va, c'est les trucs sur les réseaux, et puis c'est Rima Hassan. Mais imaginez-vous que Zemmour ou Sarah Knafo étaient appelés à être brûlés vives. Vous vous doutez bien que là, ce serait branle-bas de combat, Macron l'aurait appelé. Est-ce que vous savez ce que ça fait de vivre dans un département où le RN est au pouvoir? Bah écoutez, je vais vous mettre un petit extrait pour que tout le monde se rende bien compte de la folie. Donc maintenant, il est grand temps de faire une épuration complète et une extermination complète de l'extrême gauche et surtout de la LFI. On est gouverné par des lopettes. Heureusement que j'ai pas eu d'enfant, parce qu'il y en a un, on l'aurait retrouvé en sang à Perpignan. Le cas Rima Hassan en France, très simple. Comme à l'époque de l'Inquisition, on la brûle vive, direct. Et après, on fait pareil avec tous les eurodéputés LFI d'extrême gauche, de gauche. Voilà. Vous pouvez balancer le télégramme à celles et ceux qui le cherchent. On va vous le mettre. Merci beaucoup, les amis. Mais c'est chaud. Imaginez-vous. Et ces gens-là ne sont pas en marge du RN, ils sont le cœur du RN. Et on a tendance à l'oublier. Mais c'est bien de le rappeler parce que, encore une fois, dans les médias, ils se délèguent dès qu'ils trouvent des gens qui seraient pro-LFI et qui auraient des propos scandaleux et condamnables par la loi.
Ils en feraient même une boucle, hein. Dès qu'ils ont des petites vidéos de mecs de cité, de jeunes de 13 piges ou 14 piges dans les transports qui disent des dingueries, là, ça fait le tour. Regardez la France que aujourd'hui, machin. Alors que là, les vidéos, en vrai, elles sont accessibles. Ils peuvent les montrer pour dire, ah putain, c'est chaud. Ils vont pas le faire, évidemment, parce que ça va pas dans le narratif. Tout est une question de narratif. Et c'est le sujet du prochain spectacle que je vais faire tout seul sur scène en stand-up l'année prochaine. Parce que vraiment, tout est une question de narratif à chaque fois et c'est fatigant. ML qui dit-il bien au chaud et en sécurité à la maison. Vice qui dit, c'est bourré la gueule sous le drapeau Trumpery. Non, mais les gens sont tellement décomplexés qu'on sait même pas s'il va vraiment avoir de conséquences à ce genre de vidéo. Bah, aucune, je te le dis tout de suite. Déjà, quand ils le font sur des périscopes à la con ou des groupes WhatsApp chelous, mais si ça se balade sur Internet, c'est prison directe. Ou alors, on est gentil, on adapte la peine à l'idéologie. Un petit camp de travail des familles, ça leur permettrait de remettre les idées en place. Bonjour au raid, fini les bonnes nouvelles. Ici, les cauchemars et les horreurs. Ah, rien, raid! Waouh, désolé. Merci pour le raid. Merci, les amis. Il est de qui le raid? Qui nous a raidé? Merci de m'avoir prévenu. Fils de pub, merci beaucoup pour fils de pub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. Merci pour le... Tu as déjà un titre pour ton spectacle? Eh ben, si vous êtes des vrais cracks, vous savez déjà quel est le titre de mon spectacle. Si ça parle de narratif. Si ça parle tout le temps de narratif, etc. Normalement, tout le monde le sait. Fatigué comme Hakim. ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Hein. Et oui, bonne réponse de Mad McBug et de BDK. Et le fameux, l'unique, la fameuse K-Fab. Exactement. Ce sera le titre du spectacle, K-Fab. Hop, avec une photo de catcheur à côté. Voilà, ce sera ça. Ce sera ça, exactement. J'ai tapé K-Fab pour trouver des titres. Voilà. The fact of or convention of presenting stage performance as genuine or authentic. Parfaite définition. Ce sera ça. Ce sera peut-être même écrit comme ça. Tiens, j'aime bien comment c'est écrit. Voilà. Mais en tout cas, la narration en direct de la station thermale. Violence policière part 3218. On continue avec une personne qui a été condamnée pour avoir filmé ses collègues qui faisait une violence policière. Alors, trigger warning, évidemment, si vous êtes sensible aux images choc, je vous invite à écouter et ne pas regarder. Et je vais vous lire cet article de Street Press qui fait un boulot incroyable. On regarde ça tout de suite. Violence policière, la justice condamne celle qui filme, pas celle qui frappe. Image filmée par la caméra de surveillance du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2022. On y voit plusieurs policiers qui traînent un individu par les bras. Il n'est pas attaché. Il y a des coups qui sont donnés, apparemment, là, par une policière qui a des gants, je crois, des gants coquets ou pas. On va voir à la suite. Je vais vous lire un peu ce qui s'est passé. Après, je vais regarder un peu les messages. Dans la nuit du 26 juin 2022, la policière Amandine G enchaîne les allers-retours dans les sous-sols du tribunal judiciaire de Paris pour transférer les déférés des justiciables enfermés dans l'attente d'être jugés. Quand elle entend des cris. Ok. On enchaîne. Au moment où j'arrive, je vois Mathilde qui envoie une patate de forain. Mais quand je dis une patate de forain, elle a pris son élan. J'ai gueulé, non, mais putain, mais t'es con, il y a des caméras ici. On va tous être emmerdés. Ah ben, c'est ça ton sujet, c'est de tous être emmerdés. Amandine, dans un message audio envoyé à l'une de ses collègues et récupéré par l'IGPN. Sur les images de vidéosurveillance qu'Amandine G enregistre dans la foulée avec son téléphone, la gardienne de la paix, on pourrait dire force de l'ordre à ce niveau. Mathilde C, équipée de gants coquets. Ah voilà, c'est pour ça que j'avais cette info des gants coquets.
enchaîne plusieurs coups de poing sur d'un déféré tenu au sol. Dans son rapport administratif, Mathilde C. affirme que l'homme l'a mordu au pouce et qu'elle a dû porter 2 coups pour se dégager. Pendant 9 mois, la vidéo enregistrée par Amandine aurait circulé dans le service sans que personne ne la transmette à la justice. Le 6 février 2023, un nouvel épisode de violence se produit. Mathilde prive de sommeil un mineur isolé et lui inflige une claque. Des faits pour lesquels elle est sanctionnée d'un simple blâme. Pour moi, un blâme, c'est... t'as dit un gros mot, t'as insulté quelqu'un dans un mail au taf. T'as eu un mauvais comportement. Mais tu prives un mineur isolé de sommeil et que tu lui infliges une claque, c'est pas un blâme, là, frère. Ce n'est qu'après la publication des images par Street Press le 14 mars 2023 que 2 enquêtes sont ouvertes. Pour la première judiciaire, Mathilde C. bénéficie d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La seconde administrative n'aboutit à aucune sanction. Le rapport note que la procédure n'a pas permis de montrer un usage disproportionné de la force au regard de l'agression, morsure que l'agent déclarait avoir subie à ce moment-là. Poursuivi pour détournement de fichiers et violation du secret professionnel, le parquet reproche à Amandine G d'avoir accédé aux caméras et de les avoir filmées alors qu'elle n'y était pas habilitée au lieu de rédiger un rapport administratif. Elle a été condamnée ce 17 février, mais dispensée de peine. Waouh. Je n'ai pas les mots. Et il était vraiment 13h12 quand tu as écrit... Ah oui. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Donc c'est là la flic racisée. Ah oui, non, c'est une autre histoire. La flic racisée qui avait dénoncé les vols de ses collègues dans un CRA à Paris a été poursuivie et virée. Non mais frère... Sans suite, logique, d'accord, ouais. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de défiance des gens contre la police? C'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Je suis choqué, clairement. Je suis choqué et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à défendre la police. Parce que comme je vous l'ai dit, moi dans ma famille, j'ai un beau-frère qui est policier à la municipale. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on en a parlé dimanche. Et je lui disais, tu sais, souvent je te cite comme l'exception qui confirme la règle, parce que c'est rare d'avoir des policiers qui soient de gauche et qui n'interviennent jamais de façon violente. Et il me dit, mais c'est un combat perpétuel avec mes collègues, quoi. Ouais, j'ai des amis aussi qui sont à la police. Mais pareil, tu vois, j'arrive plus à faire de nuances. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ouais, tout est à reprendre à zéro. Moi, je souhaite que mon beau-frère, après, tu vois, il a un certain âge, il a fait sa carrière là-bas, il a des crédits, il a des enfants, machin. Évidemment, je vais pas lui dire non, quitte. Mais j'aimerais bien qu'il quitte. En plus, il fait très bien de la musique, il est doué pour ça, donc je pense qu'il pourrait faire d'autres choses. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ouais, les municipaux, ils peuvent être plus gentils, mais ça dépend les municipalités. Hein. Parce que les municipaux, lui, ça va, il est dans une ville relativement chill. Mais t'as les municipaux, genre dans des villes bien droitardes, où ils sont suréquipés, tu vois. Ça roule en MP3 avec les calibres. Tu sais, il y a des municipaux qui n'ont pas d'armes à feu. Donc vraiment, mais là, franchement, c'est... dinguerie. Bref, on enchaîne avec la crasse de la crasse nationaliste extrémiste. Cette vidéo qui qui existe en version longue mais qu'on ne peut pas regarder en France. Et là, on a un extrait. Alice Cordier, Némésis, Juliette Briance, RMC. C'est un épisode des Jeunes Zébouristes. Où elles sont invitées à papoter, hein, elles se connaissaient, et vous allez voir pourquoi on n'aime pas Juliette Briance. C'est aussi parce qu'on sait que c'est une grosse droitarde racelard, une grosse racelarde, donc voilà pourquoi, quand elle vient donner son avis sur tout et n'importe quoi chez Estelle Denis, on s'en fout. Je viens de capter, quand il y a des gens qui sont très droitards ou très racelards, on dit c'est des gros droitards, des gros racelards, et c'est pas par rapport à leur physique évidemment.
Je peux empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe, c'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Quelques archives pour mieux comprendre nos médias. Donc, dans ce sens-là, non, je suis pas raciste. Après, la couleur de peau, elle a une importance quand même. Une population et un peuple, c'est aussi une couleur de peau. Donc nous, en France, on est à majorité blanche. Et on doit le rester. Ouais, ça me dit rien, quoi. C'est bien, Juliette. J'espère que Estelle Denis, elle est fan de ton travail. C'est bien. On prend souvent l'exemple des... Alors moi je trouve qu'il y a un retour à quelque chose de très tribal et vraiment de guerre de territoire. Mais quand moi je vois que c'est des jeunes hommes, des ados, qui mais très jeunes, mais même parfois en primaire ça commence. Et d'ailleurs la France Insoumise est en dernière position peut-être de par son comportement. Et le Rassemblement National c'est 11 millions d'électeurs. La France Insoumise toute seule n'a rien à voir avec ça. Est-ce que j'aurais pas fait plus tôt peut-être un Premier ministre Rassemblement National et c'est peut-être ça la vérité. Tu le vois mal le Gabon blanc. Et puis le Japon, tu vois pas le Japon maghrébin. Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ce sens-là. C'est pas possible d'être con comme ça et d'avoir la parole, quoi. C'est pas possible d'être con comme ça et d'avoir la putain de parole partout, tranquille, dans le plus grand des calmes. Le Japon, ils sont en train de payer le fait de pas s'ouvrir à l'immigration, l'une des populations les plus vieillissantes, qui se renouvelle de moins en moins. Bah vas-y, si tu veux un modèle, où en fait, il y aura que des vieux, bah vas-y, chacal. Ouais, le Japon va mourir en 2050, tu vas rien comprendre, je te jure, non mais... N'importe quoi, en fait. Quand t'as pas de connaissances, là, et que tu t'étales, on dirait l'autre Bruno Serpillière Monroe, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'aimerais que la France reste un pays à majorité blanche. Pourquoi faire? Parce que sinon quoi? Pour que la France ressemble à la France. Pour que la France ressemble à la France. Mais c'est quoi, en fait? Être français, c'est une couleur de peau? Ou alors c'est une culture, c'est une histoire, c'est quoi en fait? N'importe quoi. Elle aimerait, bah tant mieux pour elle. Ouais, mais je te jure, argumentaire super solide. Et le pire, c'est qu'elle a pignon sur rue dans une émission sur MMC. Mais c'est, franchement, c'est scandaleux. Et dans l'émission finale, normalement, enfin dans l'émission, version longue, à Skip, il y a Tanguy David aussi. Alors les arrêtés anti-mendicité qui se multiplient, est-ce logique ou choquant, Juliette Briens? Mais c'est très bien parce que vous voyez, nos deux sujets, sujet numéro 1, sujet numéro 2, se rejoignent parfaitement. Ah bon? Parce qu'en fait, qui a envie d'aller faire ses courses en centre-ville quand on est obligé de passer devant des clochards avinés et autres punks à chiens sous crack pour pouvoir aller au Monoprix, qui vous grognent dessus et qui font peur aux enfants à coups de comme ça. Déplacement d'une population. Oh là 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 là. En fait, c'est une jeune femme, parce qu'elle est jeune en plus, hein, mais avec un cerveau, avec une voix et avec une âme d'un vieux beauf, tu vois, de 50 berges, qui complètement finit à la piste, tu vois, qui vraiment ne marche pas droit, peut pas t'aligner. Non mais vraiment, un bistrot, ouais. Elle vit dans l'IA avec Nafo, la vie de ma mère. Pareil que les matelas Lika. Pareil que les matelas Lika Mobile. C'est vraiment le même niveau. Par une autre est en cours. Pour moi, c'est déjà trop tard. Personnellement, je sais que c'est un peu déprimant de dire ça. Et on va tous devenir métis. Et je trouve ça triste. Aïe, 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 aïe. Ô Jésus de Nazareth, mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'est-ce que c'est que cette racelarde? Qu'est-ce que c'est que cette racelarde à côté de l'autre racelarde? C'est quoi ça? Non mais... Waouh. Elle est amoureuse d'un Renoir, elle s'est fait recal, maintenant elle a la rage. Je vois pas d'autre. C'était la porte-parole de Zemmour, t'attendais à quoi? Non mais c'est trop... C'est une dinguerie. Ah là 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 là, c'est une dinguerie. Vraiment... Franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Fais une analyse de tes gènes, tu vas avoir des surprises, meuf. Oh oui. Elle va finir, mon frère va jeter par la fenêtre. On va lui dire, mais Juliette, qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'ai vu que j'étais pas 100% blanche. Oui, mais t'es au rez-de-chaussée, Juliette, tu vas rien faire, là. Oh là 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 là.
Mon Dieu, jeune et aussi haineuse comme ça jusqu'à l'os. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. BDK qui nous dit, on dirait un feat entre le cancer de la prostate et le cancer du cerveau. Libre à chacun de déterminer qui est qui. Leïla qui dit... Miskin, elles doivent sûrement vraiment s'ennuyer dans la vie. Mais vraiment, c'est qui cette meuf brillante pour que son avis soit donné à l'antenne comme ça et avec autant d'importance? Je pose la question. Non mais tellement... Oh là là, c'est un truc de ouf. On enchaîne avec Aurore Gerbet, ministre des discriminations entre autres, mais qui n'a pour but, elle, dans sa mission, que de discriminer un seul parti, la France Insoumise. Elle passe son temps à être du mauvais côté de l'histoire. Et vous allez voir qu'elle s'est même fait débunker par un historien après. Oui, je le maintiens. Je dis que c'est un parti antisémite. Je peux d'autant plus facilement le dire qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui qui dit que LFI est un parti même passionnément antisémite, malheureusement. Qui dit qu'on peut le dire en tout cas. Ouais, non mais t'as vu déjà comment elle manipule les faits? La jurisprudence, elle dit pas tu peux dire que LFI est passionnément antisémite. Non. Elle dit tu as le droit de pouvoir le dire sans être condamné. Depuis le 7 octobre 2023 et les attentats commis en Israël, anti-France, parce que oui, je pense que la manière avec laquelle il parle de notre pays, il brutalise le débat public, il conflictualise tout, fait partie de la manière avec laquelle justement... Oui, en plus c'est pas LFI, c'était une personne chez LFI. Oui. Ils sont à l'inverse et à rebours des valeurs démocratiques et républicaines et des valeurs françaises aussi qui sont les nôtres. Et je maintiens aussi que c'est un parti violent. Et d'ailleurs, il continue à appeler à cette brutalisation du débat. Vous savez, dans les meetings, Jean-Luc Mélenchon, il a souvent cette phrase « ça finira entre eux et nous ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans la rue et c'est ce qui s'est passé avec le drame qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. Et par rapport... Un jeune homme de 23 ans qui n'était pas néo-nazi, militant fasciste. À ceux de la France... Et qui ne participait à une rixe entre deux bandes. Insoumise qui maintient... Je pense que l'histoire, elle nous soulève juste à quel point les racelards, les fachos, là, les néo-nazis, c'est vraiment les plus gros lâches qui puissent exister pour avoir laissé des camarades sur le bas-côté et se faire tuer. Interpelle sur ce sujet, il suffit qu'ils rembobinent leurs archives. Il y a 2 ans, Mathilde Panot, elle utilisait... Un petit bébou, un enfant de cœur. Exactement ce terme-là sur votre plateau à l'encontre du Rassemblement national. Donc, soit ils considèrent qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser cette expression, ou alors ils considèrent surtout que je n'ai pas le droit de l'utiliser et que eux sont les seuls à avoir le droit de dire et à faire la police de la pensée, ce qui est souvent le cas avec la France Insoumise. Oui, j'avoue que j'étais étonné, moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas il parle du terme anti-France. Un terme général qu'on pourrait utiliser. Il est historien. À quoi il renvoie fondamentalement? Et tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qui est-ce qui utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait? Les Juifs, les Métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc l'anti-France... c'était très situé historiquement, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là. C'est très connoté et ça a été utilisé sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même je crois étonnant. Que c'est un vocabulaire. Ah, j'avais pas capté qu'il avait dit ça devant elle. Oh, purée de pommes de terre. Il a dit les termes. Il a parlé français LV1. Oh, sa vieille gueule, là. Oh, mais chais. Parce que tu sais, c'est tout le temps chiant quand il y a des débunks qui arrivent après et tout. Il a Kouloutamam. Au pays de pommes de terre. Par Maurras. Oh là 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 là. Mais par d'autres, il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de... Là, elle est en train de prendre une leçon dans la tronche, là. Oh là 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 là, c'est jouissif. Un maxi chais. Racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même je crois étonnant. Que c'est un vocabulaire. Aïe, 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 aïe. Les lunettes Tardar, là, putain, pour les anciens. Oh, ça fait du bien. Oh là 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 là.
Ça fait du bien. J'avais pas capté qu'il l'avait Kouloutamam sur place. Aïe, aïe, aïe. Et c'est bon, ça. Alors, attends. Est-ce qu'elle a répondu? J'ai une vidéo où... Non, mais non, j'ai pas la réponse. Si vous avez sa réponse, mais bon, je pense que sa réponse, elle devait être à côté de la plaque. Allez, pour finir. Ah, mais M magique, j'avais pas capté, tu sais, parce que parfois les extraits, je regarde de quoi ça va parler, etc. Et je me dis, on va découvrir ça ensemble. Mais là, waouh. Un historien lui dit, et la vidéo est toujours sur la page de Aurore Gerbet. Elle assume puissance 1000. Mais oui, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Elle ne chème de rien, comme on dit en arabe. On finit avec la serpillière sur la tête, Bruno Monroe, et qui est toujours la même interview. Hein. Le mec, tu sais, il est tellement pas invité. Il s'est dit, je vais faire une interview, j'ai critiqué tout le monde. Écoutez ce qu'il nous dit sur Aya Nakamura. Une artiste comme Aya Nakamura, vous m'accorderez, je suis désolé. Déjà, alors moi, tu vois, je suis un mec, je suis un sartorialiste. Un sartorialiste. L'art du tailleur, j'adore ça, les costumes, les trucs de gentleman, tu vois... Bon bah en fait là tu voulais faire le gars qui se sape pour être légitime et tout. Un vrai dapper, il ne boutonne pas sa veste quand il s'assoit. Voilà, parce que en fait sinon ça fait un pli, ça remonte. Voilà, sachez que mon Instagram à tout moment il peut changer, évoluer vers une DA où je donne des conseils de cravate, de machin et tout. J'adore ça. Mais là déjà le mec, je voulais juste l'afficher gratos. On continue. Vous m'accorderez, je suis désolé. Elle a aucun talent, cette fille. Elle est ni auteur, enfin, elle a aucun talent. Elle n'est pas danseuse, elle n'est pas chanteuse. Elle fait du playback, elle connaît pas les chansons, les textes de ses propres chansons. Ah bah tu connais bien en fait alors. Lui c'est un bounty au chocolat blanc, la vie de ma mère. C'est un blanc qui voulait être plus blanc que blanc. Du coup il s'est dit bon allez on va pas turlurer. Hein. Donc bon, une fille comme ça, si c'était une blanche, une femme blanche qui chantait les chansons d'Aya Nakamura, elle serait insultée de tous les noms. Pourquoi? Parce que en fait, Aya Nakamura, elle est déjà insultée de tous les noms, hein, donc je ne comprends pas. C'est quoi son take? C'est quoi l'intérêt de la gauche ou de l'extrême gauche ou des gens d'Afrique de mettre une artiste comme ça en avant? De quoi il parle? Chacal, c'est l'une des artistes contemporaines là, de françaises les plus écoutées à travers le monde. Tu crois que c'est l'extrême gauche qui peut faire ça? Non mais vraiment, je comprends pas son take là. En quoi que toi tu trouves qu'elle ne soit pas talentueuse, ça te regarde toi. En quoi tu te permets de faire un statement et en plus de dire un truc totalement débile que la gauche et l'extrême gauche l'ont mis en avant? Mais t'es qui? Extrême gauche ou des gens d'Afrique de mettre une artiste comme ça en avant et de lui acheter des millions de streams et de faire croire que c'est l'artiste la plus écoutée au monde. Source, encore une fois. Source, Chacal. Source. Et pareil, et les stades de France qu'elle remplit, etc. Tranquille. À deux doigts de dire que c'est les frères musulmans, je te jure, là, Je sais pas quoi. C'est la représentativité. C'est le fait que ça soit une femme noire. Donc, quand on veut mettre... C'est vrai que... regardez bien toutes les chanteuses qui cartonnent en France depuis 10 ans. Vous allez voir que c'est que des chanteuses noires. C'est connu, hein. Il y a que des chanteuses noires qui cartonnent. C'est le petit truc. Mais je te jure, en vrai, lui, ça se trouve, il a voulu se lancer dans une carrière musicale et il est dégoûté. Ah là 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 là. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Un artiste en avant, en fonction de ses origines, de sa couleur de peau, il y a des multimillionnaires. Il a fait son tatouage chez Ripollin. Très bonne vanne. Qui misent sur vous. En France, c'est Aya Nakamura. Pour les musulmans, c'est Slimane, etc. Ah, mais il est chanteur. Bruno, je vois que qui connaît une chanson de Bruno Monroe. Attends. Alors, on va voir. Qui connaît? Pardon? 1,9 million d'abonnés sur Insta? Alma Dufour, elle le suit, mais cousine, enlève-toi, wesh. Et même Mendel. Qu'est-ce qui est 1 million? Lui, il a pas acheté, lui? Make France Great Again, soutien d'Israël, anti-woke, catholique, blanc, conservateur, nationaliste, j'ai de bons gènes.
Oh, le vieux gars. Tu vois, il est portugais, je crois. De mémoire, il a des origines portugaises. Darocha et lui, là, je sais pas ce qu'ils ont. Attends, on va voir. Moi, j'aime bien regarder les stats des gens qui ont 1,9 million. On dirait une IA, sa gueule, frère. C'est un truc de ouf. Bah, on peut pas. On peut pas commenter non plus, d'ailleurs. Il a retiré les commentaires de toutes ses publications. Je te cacherai pas que quand tu retires tes commentaires, c'est qu'en général... C'est quoi, ça? C'est quoi? Mais il a mis un filtre, là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'était pas comme ça, la photo sur le truc. Mi-portugais, mi-brésilien, mi-serpillière sur la tête. Ah ouais, là, la Photoshop, mais en doucement un peu, hein. Mais en doucement, frère. À chaque photo, il va avoir une teuté différente, le Bookzer. Être célibataire est un choix de vie car j'ai trop souffert. L'amour, le vrai, je le retrouve en Dieu. Ma mère, Israël, mais... Le mec, il place Israël partout, mon frère. C'est une IA, mais c'est vraiment une IA. C'est quoi le rapport? Mais combat... C'est-à-dire que lui, il place même Israël avant la France. Alors, on va voir l'artiste. Je suis désolé, je suis une... Ah ouais 1,9 million sur Instagram, ça descend vite. Hein. Lui qui dit que ça achète des streams et tout, on se demande d'où viennent ses followers sur Instagram. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors, on va regarder sa vidéo la plus vue. Je peux pas faire de classement. Bah, de toute façon, on n'a pas beaucoup. 104, 139, 175, 158, 100... Ah, on va faire la 175. De cet artiste qui a 1,9 million hein, de followers. Ah ouais, putain, après ça va me faire genre, il va falloir que je supprime le passage et tout, c'est relou. Parce que ça doit être des chansons déposées, ces trucs de merde là. Ah, il a fait ça? Bref, oui, il cherche du buzz. Je vais pas lui donner de la Sephora, C'est que des covers. Ah oui, All By Myself, j'avais pas vu. Ah non, mais fuck. Tant pis, attention massacre. Non, on va même pas checker. Le mec, il a rien fait en fait. Il est artiste comme Mani et ingénieur informaticien. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner et à donner de la force comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, soit en laissant votre petit commentaire, évidemment, le petit j'aime, soit en participant sur le Tipeee. Vous devez vraiment donner de la force, même 1 € par mois, c'est une dinguerie déjà. Donc merci à toutes celles et ceux là qu'on mis sur le Tipeee, ça fait trop plaisir. On essaye de pouvoir financer un néon. Non mais vraiment, je veux qu'on trouve un plan. Voilà, je vous le dis. Je vous remonte le modèle pour celles et ceux qui étaient pas là au début. Je souhaiterais faire un néon comme celui-ci parce que je trouve ça trop beau. La station thermale CKR. Et là, pour l'instant, le devis qu'on a eu, c'était ça, 562 €. Non merci. Donc je suis sûr qu'on peut trouver des plans. Je suis sûr que là, toutes et tous, si on se réunit, on peut trouver des plans. On va essayer d'en trouver. Comme ça, je vais l'accrocher derrière et j'aurai un peu de vous avec moi. Comme c'est le cas, tu sais, j'ai une casquette rouge que vous m'avez offerte lors de mon spectacle, les Cracks qui étaient venus. Il est où le facochère? J'ai un facochère aussi en peluche. Je vous dis pas c'est en hommage à qui. Bref, en tout cas, je suis bien gâté, j'ai bien de la chance. Et évidemment, si vous n'avez pas les moyens, sachez que vous pouvez trouver des partenariats. Tu sais, le mec et tout, il vous m'a dit, il y a contribution de ouf. Non, vous pouvez ouvrir CKR, une playlist sur YouTube, ça se mange là les pubs. Vous mettez en 144p pour la planète. Enfin, pour la planète, pour ne pas surcharger la bande passante. Je vous expliquerai la nuance, parce qu'à chaque fois on dit qu'on fait des trucs pour la planète, mais en vrai on le fait pour nous, parce que la planète elle va pas mourir si demain il y a un réchauffement climatique. La planète elle vivra, c'est juste que nous on pourra plus vivre, voilà. Donc en vrai c'est aussi pour nous quoi. Ensuite tu laisses manger les pubs tranquille, comme ça génère de l'oseille et t'auras participé à ton niveau à faire en sorte que CKR reste cet organe de diffusion libre et indépendant, ce podcast préféré de tes podcasteurs préférés, libre et indépendant, qui peut même proposer des lois et qui peut même faire bouger les lignes, proposer des lois, bouger des lignes. Ensuite,
J'en profite pour aussi vous dire que je suis OK avec les adblocks, ou si vous avez YouTube Premium, c'est bien. Mais tant que vous ouvrez à côté le petit truc qui se prend la pub, c'est super. Allez, on y va. On enchaîne. On enchaîne. Je vais regarder juste combien on est, faire un petit point. Déjà, on est 5094, bientôt 5100 de followers sur Twitch. Merci beaucoup. Hop. On a quoi? Je voulais faire le point de qui est connecté. On est 999 là. Oh, ça fait flipper. Frère, venez, rajoutez une personne. 526 sur YouTube, 459 sur Twitch et 14 sur Facebook. Je fais des accroches murales. On peut te contacter comment? contact@razi.fr. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des choses, l'adresse, je vous la mets. Elle est ici. Voilà, n'hésitez pas. Et merci à Marjolaine pour le Tipeee. Marjolaine qui a balancé là il y a 17 minutes, j'ai vu ça. Merci beaucoup, franchement, tu déchires. Merci 1000 fois. Ça fait trop plaisir. Merci pour la force. Franchement, c'est trop gentil. Hop. On enchaîne avec notre épisode. Je me cause sur YouTube, on va faire les 1000. Écoute, ça se trouve là, on les a, mais moi, j'ai écrit toujours 999. Écoutez, ma foi, c'est pas grave, mais c'est déjà beaucoup et je suis très content. On va parler du dîner du CRIF. Oh, attention. 20 ministres, soit la majorité du gouvernement, ont assisté au 40e dîner annuel du CRIF selon Le Parisien. Aucune autre organisation communautaire, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, ne convoque des dizaines d'élus et ministres pour leur faire la leçon sur la politique à mener dans le pays chaque année. Depuis Israël, Sabine Rothman, à l'origine de la création de cet événement, a déclaré « Cette année, une vingtaine de ministres, c'est-à-dire la majorité du gouvernement, étaient présents au dîner du CRIF. » Et ça, c'est assez scandaleux. On ne peut pas se réjouir que l'entrisme du CRIF dans le gouvernement... Ça, évidemment, c'est Pascal Gauche. Il ne le dira jamais dans son émission, même s'il doit le penser très fort. C'est un dîner payant, d'accord? Un dîner payant, d'ailleurs, avec une petite particularité, parce que c'est pas donné, c'est 900 € par personne, environ. Et sur cette somme, il y a 800 € qui peuvent faire l'objet d'une déclaration via un formulaire CERFA. Et donc, dans ces 800 €, tu as 66% qui sont déductibles des impôts, soit une réduction fiscale de 528 € pour les participants. Donc, c'est un petit avantage financé par le contribuable français dans un contexte de crise économique. C'est super. Et il y avait du monde au photocall. On avait toute l'équipe. On avait Yael Braun-Pivet, évidemment, Valérie Pécresse, François Hollande, invité d'honneur, Bernard Cazeneuve, Jonathan Arfi, c'est ça? Ou Jonathan Arfi, je ne sais plus, qui est le président. Là, sur la photo, on voit Anne Hidalgo. Je ne vois pas qui c'est là à côté. Ah oui, voilà. Ouais, c'est Jonathan Arfi. Il y avait Sophia Aram, évidemment. Arthur, tout ça. Bref, il y avait toutes les personnes qui ont toujours adoubé la politique de Netanyahou dans la bande de Gaza et qui s'assurent que le gouvernement français soit au pas et ne soit jamais trop dur dans la critique, parce que là, déjà, vous avez reconnu la Palestine, on n'était pas très contents, donc tranquille. Et là, vous allez voir la partie du discours de Jonathan Arfi, où il va évidemment faire la liste des adversaires. Et on va écouter cette liste. L'injonction est féroce. Exiger des Juifs qu'ils condamnent Israël pour faire du sionisme un crime moral. C'est une falsification. Excusez-moi, alors qu'est-ce que c'est que CEDEC, le collectif de juifs décoloniaux qui se définissent comme étant antisionistes? Qu'est-ce que c'est, en fait?
Voilà, vous avez, si vous voulez me répondre, Jonathan Arfi. Bon, comme vous êtes une vidéo, vous ne me répondrez pas, mais je vous pose la question. Toutes les personnalités juives qui se définissent comme antisionistes, au même titre que Ilan Pappé, Shlomo Sand, Gideon Lévy, Amira Haas, Oren Yiftachel, le géographe politique israélien, Anna Arendt. C'est quoi alors eux, comme ils se définissent comme étant aussi antisionistes? Qu'est-ce que c'est? Je pose la question. Plutôt que nous de devoir justifier, de dire non mais on fait la différence entre antisémitisme et antisionisme, vous définissez-nous pourquoi eux, qui sont réputés, respectés, qui ont un parcours qui parle pour eux, alors dans ce cas, comment vous les définissez? Vérification historique. Être sioniste, c'est reconnaître simplement que le peuple juif, comme tous les autres peuples, a droit à l'autodétermination. Alain Grèche. Le sionisme n'est pas une infraction au droit international. C'est au contraire son accomplissement. L'accomplissement de l'infraction au droit international, ouais. En 1948, les Britanniques se sont retirés du Proche-Orient, comme ils se sont retirés d'Inde ou du Pakistan, et un vieux peuple indigène, le peuple juif, comme d'autres, accède à la souveraineté. N'en déplaise à Rima Hassan, la création d'un État juif n'est pas le produit de la colonisation, mais s'inscrit au contraire dans l'histoire de la décolonisation. Le mec, il invente son histoire tranquillement, sous les applaudissements, c'est bien. Rima Hassan, gratuit. Si le nouveau maccarthisme antisioniste est aussi séduisant, c'est parce qu'il se présente comme un progressiste. C'est Aurore Gerbet qui vient lui amener un verre d'eau. Il y a Aurore Berger qui est là, tiens, un verre d'eau. Un climat d'intimidation. Et après, je rangerai, de toute façon, vous embêtez pas. Après, moi, je range. Voilà, finissez. L'organisation intellectuelle terrorise l'univers académique, où des étudiants juifs sont harcelés. Il menace aussi le monde de la culture, où des artistes comme Amir, Enrico Macias ou Sophia Aram, ici présente, font l'objet d'appels au boycott. Vous pouvez l'applaudir. C'est bien. Bon toutou, Sophia. C'est bien, tu vois. Tout le monde y t'a applaudi, t'es contente. Un petit sucre. Oui, Enrico Macias, alias, on va tous les dégommer. Exactement. Incitation à la violence, dans le plus grand des calmes. Et il faut désormais du courage pour faire entendre une voix nuancée sur les Juifs ou sur le Proche-Orient. Parmi ces inquisiteurs des temps modernes, un syndicat fait preuve d'un zèle remarquable. Quand la CGT s'oppose à la tenue d'un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris, défend-elle les travailleurs? Et d'ailleurs, les gens qui ont interrompu ce concert à la Philharmonie de Paris, il y en a, ils se sont pris des méga droites dans la tronche. Et tu sais, genre, personne n'était choqué de ça. Alors ouais, c'est désagréable, il y a des gars, ils se lèvent, machin, Free Palestine et tout, ok, fine, toi t'es venu, tu voulais regarder ton concert, ça te fait chier. Mais des giga droites comme ça, sans qu'il y ait de suite et que ça passe crème, waouh. Et en plus, on devait les plaindre. Ou alors, cultive-t-elle, depuis le 7 octobre, une idéologie faite de clientélisme et d'aveuglement jusqu'à l'apologie du terrorisme? Une chose est sûre, à la CGT, on ne fait jamais la grève de la haine d'Israël. Je lis vos messages, je rigole de ça. Cette nouvelle inquisition trouve aussi des relais plus branchés. Ainsi, Radio Nova, qui accueille Guillaume Meurice, qui défend Blanche Gardin, et qui devient peu à peu la radio refuge de l'humour antisémite qui affirme ne pas l'être et s'offusque qu'on le dénonce. Bah, faut le prouver, en fait, c'est surtout ça. Dieudonné en rêvait, Mathieu Pigasse et Radio Nova l'ont fait.
Oh là 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 là. Comment ils sont créés un imaginaire pendant ce dîner où genre, ouais, on part du principe que tout ce que je dis c'est vrai. Hein. Dans notre monde à nous c'est vrai. Hein. Ok, bah allez on fait comme ça. Parce que s'il y avait une radio antisémite, je pense qu'elle aurait sauté depuis belle lurette, on est d'accord. On est dans un état de droit. Bon, bah, ma foi, force est de constater qu'il y a un truc qui nous échappe. En revanche, on peut constater que des radios ou des chaînes de télé qui sont d'extrême droite et qui multiplient les condamnations, les signalements, et sans grandes conséquences discriminant vers les minorités, ça existe, mais il n'y a pas de problème. Et que dire de la responsabilité d'élus jusqu'au banc de l'Assemblée nationale qui légitime et cautionne l'antisémitisme? Je salue la proposition du président de la République de rendre inéligibles les auteurs d'actes et de propos racistes ou antisémites. Attends, il parle de qui du coup? Parce que là, s'il fait ça, tu sais qu'il y a beaucoup de gens à droite qui vont plus pouvoir parler. Hein. L'antisémitisme. Je salue la responsabilité d'élus jusqu'au banc de l'Assemblée nationale qui légitime et cautionne l'antisémitisme. Je salue la proposition du président de la République de rendre inéligibles les auteurs d'actes et de propos racistes ou antisémites. C'est que tout le RN va tomber et une grosse partie de la droite. Hein. Si vraiment tu... Parce que moi, je crois que l'antisémitisme d'extrême droite, c'est pas un problème pour lui. Non, c'est... Rima Hassan, Émeric Caron. Ah bah voilà, et évidemment, il va citer que des gens d'LFI. David Guiraud, Thomas Porte. Tôt ou tard, vous serez rattrapés par la justice. Ouais, ils seront rattrapés par la justice pour pouvoir témoigner face à toi pendant le procès de Gaza qui aura lieu fin 2027. Où vous devrez rendre des comptes concernant l'apologie aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, tout simplement. Voilà, c'est le seul moment où je pense qu'il peut y avoir un truc, quoi. Dingue. C'est un truc de ouf. Oui, parce que pour eux, Free Palestine, c'est antisémite. Dans ce cas, tout est antisémite. Au bout d'un moment aussi, et quand je dis pour eux, je précise, toutes les personnes présentes à ce dîner-là qui soutiennent Mordicus, qui boivent les paroles d'Olivier Rafovitz quand il prend la parole, quand il prenait la parole dans les médias, parce que là, ils se sont peut-être dit au bout de 2 ans, c'est bizarre qu'on ait quand même un colonel qu'on appelle mon colonel, mais qui n'est pas leur colonel, et qu'il soit invité tous les 4 matins sur un média français alors qu'il représente une armée étrangère sous le coup dont les dirigeants sont sous le coup d'un mandat d'arrestation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait pour aucun autre pays. Peut-être qu'on devrait arrêter de le faire. C'est un truc de ouf en tout cas. Vraiment, son intervention est pétée. Arnaud Glasfeld, il est pas content contre le CRIF. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il est pas content avec le CRIF. Ah, est-ce qu'il a un éclair de lucidité? Arnaud Glasfeld. Eh ben non, merde. Autant pour moi. Attends, je vous mets la petite vidéo. Bougez pas. Hop. Je vous mets la petite vidéo. Bougez pas le temps que je change l'extension. Et ça y est, maintenant, je la balance. Et c'est parti. Le président du CRIF hier a dit que entre l'extrême gauche et le Rassemblement national, il refusait de choisir, alors que normalement, il doit avoir à cœur, disons, le sort de son troupeau, les Juifs de France, et les Juifs de France sont bien plus menacés par l'extrême gauche de Monsieur Mélenchon que par le Rassemblement national. Et donc vous voyez que même le président du CRIF refuse de choisir entre l'extrême gauche et le parti de Marine Le Pen qui protège les Juifs. Donc... Le parti de Marine Le Pen qui protège les Juifs. Hein. Vous vous rendez compte qu'on a un Juif français, fils de chasseurs de nazis respectables, à l'époque les époux Klarsfeld, qui te dit que aujourd'hui c'est l'extrême droite qui protège les Juifs. Non mais on en est là, les gars, on en est là. Genre, et ça passe dans le plus grand des silences, tu vois.
cette inversion des valeurs, cette inversion accusatoire, elle passe dans le plus grand des silences. Et elle matrixe, parce qu'en fait, quand tu forces le truc tous les jours, étant donné que c'est la parole dominante dans les médias, ce type de propos-là, le fait de dédiaboliser le RN, bah voilà ce qui se passe. Oh, son père était un chêne, son fils est un gland, logique. Son père a perdu la tête, là. Sa dernière sortie, il nous a perdu. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est dingue. Et oui, bien vu de mettre la pétition pour Vigilanti, merci pour la loi CKR. Plus que jamais, la loi CKR, elle va faire le ménage si on arrive à la faire passer. Parce que c'est pas possible de dire des trucs comme ça, sortis de son chapeau et de pouvoir être encore invité dans le plus grand des calmes. On enchaîne ensuite, évidemment, avec Aurore Berger, qui est la spécialiste, un ministre de toutes les formes de discrimination, mais qui n'en reconnaît qu'une seule. Est-ce qu'à vos yeux, la France insoumise est devenue un parti à considérer comme un danger pour la République ? Je ne sais pas s'il est devenu, je crois que ça fait longtemps qu'il l'était déjà, et je pense que les mots en politique, malheureusement, ils précèdent souvent les coups. Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est passé de la théorie à la pratique, en fait. N'importe quoi. Tu parles de Quentin, là ? Oh là là. Et ça veut dire que tous les autres morts de militants du RN, proches du RN, etc., là, les mots, ils n'avaient pas dépassé le cadre de la politique ? Tous ces attentats qui ont été commis à cause de gens qui ont été biberonnés à la théorie du grand remplacement, qui est tout le temps partagée par les gars d'extrême droite, que ce soit Zemmour, même Pécresse en avait parlé, ça, c'est pas d'un coup les mots qui dépassent. Frère, avec la France. Je te jure, on dirait que... merci beaucoup Swifzy, ça fait plaisir. Sweezy. On dirait vraiment que c'est Mélenchon qui allait tuer Quentin à main nue, quoi. Insoumise et ses proxys, puisque quand on parle de la Jeune Garde, on parle d'un proxy de la France Insoumise qui a... Mais la Jeune Garde, elle est dissoute, donc du coup, a priori, je sais pas... D'ailleurs soutenu l'intégralité des candidats du nouveau Front Populaire en 2024, Parti Socialiste compris. Et donc j'espère en tout cas que ce drame épouvantable, et je pense évidemment d'abord à ses parents et à ses proches, fera prendre conscience à chacun du danger que représente pour notre pays, pour notre cohésion, pour nos valeurs, pour la démocratie, la France insoumise. Vous voulez dire que la France insoumise a une forme de responsabilité politique, morale dans ce qui a pu se passer ces derniers jours à Lyon ? Oui, mais parce que, en fait, dans l'ADN même de la France insoumise, il y a cette volonté systématique de la brutalisation du débat public, de la conflictualisation permanente de la vie politique. Souvent dans ces meetings, il suffit d'écouter, en fait, ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'on a l'impression que les extrêmes, en fait, c'est que des mots et puis que ça se traduit jamais dans les actes. Mais dans ces meetings, lui-même, il dit quoi ? Il dit ça se finira entre eux et nous. Ça se finira entre eux et nous. Voilà ce qui s'est produit ensuite dans un affrontement de rue où un jeune homme a été lynché alors qu'il était déjà au sol et où il a été tabassé jusqu'à entraîner sa mort avec la volonté délibérée de continuer à frapper, à molester un jeune homme à terre. Mais t'en sais quoi, toi ? T'étais là-bas ? Toi ? Pourquoi tu surdramatises le truc ? Il est mort déjà, c'est déjà grave en vrai. Pour rappel, Berger est issu de l'UNI, syndicat étudiant violent connu pour ses saluts nazis et ses jeux de cartes antisémites. Non mais de ouf. On n'oublie pas ça. Qu'est-ce que t'as à dire de ça ? Voilà ce qui s'est produit. Et puis avec des députés de la France insoumise qui sont issus de ces factions-là. Raphaël Arnaud, pour ne pas le citer, est quand même un député fiché. C'est scandaleux. Elle est partisane, elle est partiale. Tu peux pas te sentir représenté avec quelqu'un comme ça, c'est dingue. Et au dîner du CRIF, il y avait même Sébastien Lecornu qui rejette la qualification de génocide et qui dénonce une stratégie sémantique. Je rappelle que ce dîner, pour moi, est problématique parce qu'il reçoit beaucoup de politiques. Alors en soi,
qu'il y ait un conseil qui représente des institutions confessionnelles et qui reçoivent des politiques pour dîner et pour discuter, échanger, faire part des choses rapportées par la communauté, etc. C'est cool. Mais comme ils ne le font que pour une communauté à ce niveau-là, évidemment que vous vous rendez bien compte que ça va créer des problèmes. Et si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, sachez que vous vous y prenez de la plus nulle des manières. À croire que vous le faites exprès. Vous le faites exprès parce que vous êtes en train d'alimenter ce que j'appelle l'effet chouchou de la maîtresse. Vous le connaissez très bien ce truc-là, les cracks. Si tu décides de traiter un des élèves avec une attention particulière que tu ne donnes pas aux autres, évidemment, les autres communautés vont commencer à regarder le chouchou de la classe, le chouchou de la maîtresse, et se dire, putain, pourquoi lui, il a le droit à tout, et que nous, personne nous cala. Et une fois qu'on est sorti de la salle de classe et qu'on est dans la cour de récré, le chouchou de la maîtresse, c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule. Les gens ne vont pas en vouloir à la maîtresse. Ils vont en vouloir à celui qui profite des privilèges, qui profite d'une attention particulière. Et c'est exactement ce qu'on fait en France. On ne sait pas gérer l'antisémitisme autrement qu'en le rendant, en lui donnant un caractère sacré par rapport à toutes les autres formes de discrimination, ce qui fait que on se retrouve avec une haine qui est générée par cette surprotection ou cette sursacralisation, tu vois. Alors que cette discrimination devrait être sacralisée au même titre que toutes les autres discriminations. Et là, clairement, ce n'est pas ce qu'ils font. Et après, ils vont s'étonner que ça continue, sans même s'interroger sur le pourquoi. Or, c'est même nécessaire que d'avoir un peu de philosophie dès lors qu'on décide de comprendre pourquoi il y aurait un groupe de gens qui seraient détestés par d'autres. C'est pas normal. Donc il faut qu'on creuse. Il faut qu'on essaie de déterminer pourquoi. Quels sont les clichés qu'ils ont à propos des leurs, d'où viennent-ils, par quel biais ils sont arrivés et comment on peut couper le robinet pour justement ne plus l'alimenter. Enfin, tout ça c'est important, mais comme ils ne font pas cette démarche-là, et ben en fait, on a ce truc de bouclier miroir quoi, qui crée cette boucle qui ne s'arrête jamais. Et donc, comme elle s'arrête jamais et que ça crée de l'antisémitisme, ils vont être encore plus, parce qu'ils auront raison, étant donné qu'il y a de plus en plus d'actes antisémites, de dire voilà, vous voyez comment en fait l'antisémitisme c'est le numéro 1, c'est vraiment la discrimination la pire qui existe et machin, parce qu'ils vont entretenir le truc étant donné qu'il y en a de plus en plus et ainsi de suite. Et les gens donc vont avoir encore plus le seum. Mais pourquoi vous parlez toujours de l'antisémitisme et pas des autres formes de racisme et tout? Et ça va toujours être comme ça. Et c'est une instrumentalisation qui ne profite qu'à une poignée de personnes. Parce que même la majorité de la communauté juive en est victime de cette surinstrumentalisation de l'antisémitisme, de cette sacralisation de l'antisémitisme au détriment des autres formes de racisme. C'est les premiers concernés. Encore une fois, effet chouchou de la maîtresse. Quand on n'est plus dans la salle de cours, les premiers concernés, c'est tous nos frères et sœurs de confession juive qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, qui sont dans les mêmes immeubles, avec qui on a grandi, etc. C'est eux qui sont confrontés au reste de la population. C'est pas cette poignée de gens qui étaient au dîner du CRIF, qui ont des chauffeurs, qui ne se confrontent pas à la population et qui se permettent de jeter l'opprobre, clairement. Et c'est grave ce qui se passe. Non, effectivement, Jules, mais quand même, tu vois, tu te sens pas bien quand t'es juif et que t'es en France et que tu vois toute la haine qui est déversée sur les réseaux, etc. Bah t'as pas envie de sortir de chez Watt. Tu fais attention, ou t'évites de mettre une kippa parce que tu sens qu'il y a un regard qui est insistant, au même titre que une femme qui est voilée, qui est dans la rue et qui va sentir des regards très insistants quand elle va rentrer quelque part dans une boutique ou autre. Parce que pendant toute la journée, les gens auront eu des discours de haine de la part des CNAFO, de la part des Retailleau et compagnie, tu vois. Donc clairement, c'est ça qui se passe. Donc on va regarder un peu ce que dit notre pas du tout ami Le Cornu. Vouloir un État palestinien en appelant en même temps à la disparition d'Israël, ce n'est pas défendre la paix. C'est appeler à l'effacement d'un peuple, c'est appeler une fois de plus à sa destruction. Le mot est dur, mais il faut parfois employer les mots justes. Il existe aujourd'hui une stratégie sémantique, celle qui consiste à retourner l'accusation, à déposséder les Juifs de leur histoire, les faire passer de victimes à bourreaux, parler de génocide à Gaza, pour leur arracher la mémoire de la Shoah, pour relativiser, pour inverser. Vous le savez, les conventions de Genève interdisent de viser les populations civiles. Il y a une guerre
et il peut donc y avoir des crimes de guerre. Le droit international s'applique à tous, et ce qui s'est produit à Gaza soulève des questions très graves au regard du droit international. Ce que fait l'actuel gouvernement israélien en Cisjordanie contrevient aussi au droit international. Oh. Mais l'instrumentalisation politique du droit n'est pas davantage acceptable. Lorsque la représentante spéciale des Nations Unies tient des propos en compagnie de représentants du Hamas ou de l'Iran, cela décrédibilise profondément la parole internationale. La France en tire alors les conséquences. Ah là, vous applaudissez. Vous pouviez applaudir avant, quand il parlait de la colonisation illégale en Cisjordanie. Et demande donc sa démission. Rappelons un fait simple. 20% de la population israélienne est arabe palestinienne. 2 millions de citoyens, 150 000 en 1948, 1 million en 2000, 2 millions aujourd'hui. Employer le mot génocide n'est pas neutre. C'est une arme politique. Ce n'est pas un diagnostic juridique établi par une juridiction internationale. Et la guerre des mots prépare la guerre contre les personnes. Ouais, en gros, lâche-cul. Il a voulu faire genre il avait un peu de couilles, tu vois, mais tu vois très vite que ça... C'est parti en léchage de fiac. Léchage de fiac, lèche-flac. Non, franchement, ouais, je vois que ça vous a remonté, hein, désolé. Oh non, j'ai rien dit, c'est bien de la grosse merde négationniste. Non, mais vraiment... Il a whipping tout à leur sauce, Colombo de mensonges. Excellent, Colombo de mensonges. Et il y a un thread que je vais vous lire. Qui a débunké, c'est le compte juriste pour le respect du droit international, qui va débunker tout ce qui a été dit en 18 points. Vous êtes prêts ? C'est du petit lait. Ça commence avec ceci. Hop. En 20 minutes, le Cornu a réussi à minimiser les crimes israéliens, passer sous silence les décisions judiciaires, déformer la notion de génocide, attaquer une experte de l'ONU, défendre une loi liberticide. Analysons froidement cet exploit. 1. Minimisation des crimes. Pour répondre aux critiques contre Israël, il affirme les gouvernements se critiquent mutuellement, c'est la vie normale de démocratie. Non, on ne parle pas d'un simple désaccord diplomatique, mais de la condamnation des crimes internationaux. Autre point depuis 1967, la colonisation israélienne est condamnée par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, la CIJ et les mécanismes onusiens sans la moindre conséquence pour Israël qui continue à agir en toute impunité. Le Premier ministre reconnaît à demi-mot qu'il pourrait y avoir des crimes de guerre. Or, Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et la quasi-unanimité de la communauté juridique conclut désormais au génocide. 2. L'effacement des décisions internationales. Mais ça, le Cornu le passe sous silence. Dans son discours, pas un seul mot sur les rapports de l'ONU, les ordonnances de la CIJ, les avis consultatifs récents, les mandats d'arrêt de la CPI. Ce silence est coupable. Il est d'autant plus coupable que le juge français qui a confirmé les mandats d'arrêt contre Netanyahou est aujourd'hui sanctionné lourdement par l'administration Trump pour avoir simplement exercé sa fonction, Chaka. Je vous rappelle, un abandon politique assumé. La négociation, le troisième point, du génocide. Le Premier ministre parle d'instrumentalisation. Rappel, le génocide est défini par la Convention de 1948 et l'article 6 du statut de Rome. C'est une catégorie juridique précise, pas un outil politique. 9. La CIJ, dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël 2024, a reconnu la plausibilité d'actes entrant dans le champ de la Convention sur les génocides. 3 ordonnances successives, toutes violées par Israël, ont confirmé cette alerte. Les plus grandes ONG, les commissions d'enquête internationales et de nombreux experts concluent au génocide. Johan Soufi en a fait une liste dans un thread spécifique. 4. L'argument démographique. Le Premier ministre invoque l'existence de 20% d'Arabes israéliens pour exclure tout génocide. Un argument cynique, indécent et juridiquement infondé. Le génocide vise la destruction en tout ou en partie d'un groupe. Les accusations portent sur les Palestiniens de Gaza, pas sur l'ensemble des citoyens israéliens. Confondre les deux brouille volontairement le débat. Cet argument ignore aussi le rapport qualifiant le régime d'apartheid et les violations de la Convention contre la discrimination raciale reconnue par la CIJ. Le droit international ne se résume pas à une statistique macabre. 5. Les attaques contre Francesca Albanese. Sébastien Lecornu demande à son tour la démission d'une experte indépendante de l'ONU sur la base des accusations relayées contre elle par UN Watch et
Caroline Yadan. Ces fake news ont déjà été débunkées. C'est oublier que les titulaires de mandats sont protégés par le droit international pour garantir leur indépendance. Jurdi, donc c'est leur association, a saisi le procureur et le Conseil des droits de l'homme, les attaquer affaiblit encore plus la crédibilité de la France. Et enfin, silence sur les colonies, c'est le point numéro 6. Pas un mot sur les colonies, sur les conventions de Genève, pas un mot sur l'avis consultatif de la CIJ sur l'illégalité de l'occupation. Quand le droit dérange, il disparaît du discours. Le point numéro 7, la loi Yadan. Enfin, mais monsieur Le Cornu annonce que le gouvernement présentera cette loi liberticide. Confondre antisémitisme et antisionisme est dangereux. Lutter contre l'antisémitisme est indispensable. Pénaliser la critique d'Israël fragilise l'état de droit. 18. Bref, le Premier ministre a confondu droit et politique et porte atteinte aux principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas une maladresse, c'est le symptôme d'une faillite morale, juridique et politique. Merci pour les travaux à Jurdi qui ont dit les termes en direct de la station thermale. On va ensuite regarder cette interview de Meyer Habib lors du photocall qui nous fait part de ses attentes vis-à-vis de Macron. Parce que oui, ils ont le droit d'avoir des attentes et de les exprimer haut et fort sans qu'on les accuse d'entrisme. Le problème, c'est qu'on entend tout et son contraire en permanence. Moi, je vois des actes. Israël s'est défendu. Il y a eu des pertes collatérales que tout le monde déplore. Mais c'est la guerre. Globalement, c'est là où il y en a eu le moins au monde par rapport à des populations civiles. Alors aujourd'hui, nous, en France, il y a une immense inquiétude de la part des Juifs de France. Je peux vous dire que pour en avoir été invité au J'ai pas compris, Jules, c'est commun à tout le monde, ça, pas seulement les Juifs. De quoi? Conseil des ministres en Israël. Israël est prêt à accueillir les Juifs de France. Mais moi, en tant que Français, en tant que parlementaire français, j'ai une peine immense à T'es plus parlementaire chacun, non? savoir que les Français juifs parlementaires surtout ont quitté la France. J'ai envie qu'ils restent en France. Mais oui, mais pas simplement par des paroles, par des actes. Le Premier ministre a toujours été quelqu'un qui a été avant ministre de la Défense. On était en contact longuement. C'est quelqu'un qui a eu des discours, mais je ne dirais pas la même chose du président de la République. Il y a eu tout et son contraire. Lorsque vous savez que les industries de défense israéliennes ont été boycottées à 3 reprises, on a interdit aux industries de défense israéliennes d'exposer à Paris. On a barricadé les cendres. Il a fallu que j'intervienne la dernière fois pour qu'ils me disent par texto affaire réglée. Ah, donc tu fais de l'entrisme alors? Tu joues de l'influence que tu as pour un pays étranger, c'est ça que tu fais? C'est quel pays? C'est pas l'Algérie quand même? Parce que là, tu sais que tu dois quitter le pays. Autrement, on boycottait encore une fois. Pas les Coréens, pas les Saoudiens, pas les Qataris, pas les Turcs, Israël. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, on a parlé de barbarie, on a parlé etc. C'est ouf, hein. Parce qu'encore une fois, il y en a qui pourraient dire que il y a une obsession à traiter de ces sujets-là. Je ne trouve pas, et on essaie de le faire toujours avec beaucoup d'objectivité. Force est de constater que on est face à un truc dégueulasse. C'est un pays qui fait la chasse aux frères musulmans et l'entrisme dans les partis politiques, où tous les rapports nous ont montré qu'il n'y avait qu'une présence résiduelle des frères musulmans en France, qu'il n'y avait aucune influence de leur part sur quelconque politique que ce soit. Or, force est de constater qu'on a une force étrangère, un pays étranger, une force étrangère qui a la capacité d'être en politique en France, de pouvoir influencer les décisions en faveur de l'image de ce pays. Je trouve ça scandaleux, et qu'on ne le pointe pas du doigt et qu'on préfère pointer une menace qui n'existe pas. Franchement, allez vous faire foutre. Sophia Aram a reçu sa petite standing ovation, ça je vous l'ai déjà montré. L'année dernière, elle avait eu un prix en plus, un prix de la meilleure chercheuse de Vannes. Je sais pas quel était le prix qu'elle a eu, mais bon, elle l'a eu en tout cas. Ouais, il y a des raisons d'être obsédé par une situation urgente. Oh, Kubi de Nazareth, on est d'accord là-dessus. La situation est plus qu'urgente, elle est flippante, et en plus elle dessert la communauté juive, encore une fois. Elle dessert la communauté juive. Jules, je t'avais demandé un truc, mais en fait je sais pas si t'as répondu entre temps. Attends, je check. Hop. Bah écoute, je retrouverai. C'est vrai que là, non, tu sais, à un moment tu m'avais dit, il y a pas que les juifs, et je voyais pas de quoi tu parlais. C'est pour tout le monde. Ah, t'étais au tel, ok.
Tu t'écris, toi, ce que t'es en train de dire au téléphone, c'est ça? Non, je regarde. T'imagines le mec qui parle au tel et il écrit en même temps. Molière de l'humour, je crois, ouais. T'as pas été invité, Kevin? Purée de pommes de terre. T'imagines, demain tu me vois et tout. Tu me vois arriver là-bas. Non, mais c'est important. Tu me diras, je sais pas. Non, là je pourrais pas. Puis je vais me faire frapper, je pense. Habib qui refuse qu'on le qualifie d'arabe, cette vidéo me fera éternellement chialer de rire. Putain, je la veux cette vidéo, je la veux. On a quoi d'autre? L'antisémitisme ne connaît pas de cessez-le-feu, le conflit au Proche-Orient a servi de catalyseur. Ça, c'est encore Arfi qui dit ça. Mais j'ai pas envie de l'écouter là. On l'a assez vu avec sa teuté. Non, mais j'avais un décalage entre le live parce que j'avais mis pause. Du coup, ça n'avait plus de sens. Je répondais à un truc que tu avais dit à 5 minutes. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il est temps aussi d'aller plus loin sur le plan législatif. Ah ouais, d'accord. Il enchaîne. Jonathan Arfi. Arfinstein. Frank Arfinstein. Il y a un air, je suis désolé, hein. Il y a un air de Frankenstein, c'est pas gentil, c'est physique, hein. Mais j'avoue, il y a quelqu'un qui a dit ça dans le... Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat, il y a un air. Et maintenant, quand je dis Frankenstein, je me dis, putain, ça se trouve, il y a des gens qui vont dire, ah mais attends, c'est une insulte antisémite, Frankenstein, parce que Stein, ça finit en Stein, c'est ça, machin? Non, c'est le nom du monstre. Alors, on enchaîne. D'aller plus loin sur le plan législatif. Lorsque l'antisémitisme était racial, l'Assemblée nationale s'est dressée et a voté en 1972 la loi Pleven pour pénaliser l'incitation à la haine raciale. Quand l'antisémitisme a pris ensuite le visage du négationnisme, elle s'est encore levée. C'est la loi Guesso en 1990. Ouais. Aujourd'hui que l'antisémitisme prend sa source dans la haine d'Israël, la représentation nationale doit, encore une fois, faire progresser la loi. La loi Pleven n'a pas empêché le progrès de la biologie. La loi Guesso n'a pas entravé la recherche historique. J'ai confiance dans les juges. La loi proposée par Caroline Yadan et de nombreux parlementaires ne réduira en rien la liberté d'expression. Ah bon? Au contraire, en distinguant clairement les discours de haine des critiques légitimes, elle la protégera. Ouais, merci bien. Donc en fait, tu nous empêches de nommer les choses, mais après, sinon, dites-nous un autre mot qu'on peut utiliser. Si vous n'aimez pas le mot sionisme, donnez-nous un autre mot qu'on peut utiliser pour dénoncer la politique coloniale et impérialiste des personnes à la tête du pays, quoi, je sais pas. Anti-licoudien, je sais pas. Faut nous dire, hein. Donnez-nous un autre mot. En vrai, pourquoi nous on se prend la tête aussi? Vous aimez pas qu'on dise anti-sionisme, c'est de... Parce que vous considérez que ça veut dire c'est de l'antisémitisme caché? Ok, bon, fine. Donnez-nous un autre mot. De netanyahisme? Ouais, ouais. Anti-netanyahisme, je sais pas. Anti-saalisme. Anti-tatarisme. Dites-nous, hein, peut-être on peut mettre ça aussi. Hein. Anti-enfoiré. Ah, mais parce que je suis sûr que le benjamisme... Ouais, non, en vrai, on va changer de mot. Je sais pas, hein. Son raisonnement est pourri, totalement, mais bon... On va essayer d'aller dans le sens parce que sinon, tu vois, on va jamais s'en sortir. Mais voilà, j'ai conclu avant l'heure mon scan sur le sujet, juste avant pour expliquer pourquoi on en parlait. Et je pense que là, on va finir avec cette vidéo qui marche toujours bien d'Elisabeth Lévy. Ça, c'est Elisabeth Hauteville. Elisabeth Hauteville quand elle boit pas d'eau de vie. Là, tu vas voir que quand elle est sobre, elle en balance. Le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non, mais est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous les connaissez. Je sais.
Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'elle dit. Là, c'est quand elle boit de l'eau, elle est basée en fait. C'est parce qu'elle boit de l'alcool qu'elle part en vrille. Parce que là, t'as vu, il y a une bouteille d'eau, mon frère. Tu vois que quand elle est sobre, laisse tomber. Hein. Elisabeth Hauteville, quand elle est sobre, Elisabeth Sobry, laisse tomber là. Vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Hein. Lui, c'est lui. Moi. Oh, les bruitages de téléphone à l'ancienne quand l'antipop n'y croit pas. C'est moi. Hein. Bon, les bruitages à l'ancienne de téléphone, là, en mode itinéris. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Prasquier, c'est Prasquier. Oui, c'est Prasquier. Ce qui veut pas dire que oh, l'enfer, ce truc de téléphone, là. Pas la plus grande amitié pour... Mon frère, un modem Wanadu, carrément. Chez Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation ? Comment ? Changement de style ou d'orientation ? Oh, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kuckerman, je serais peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années. Bon, allez, on coupe. Oh, voilà, putain, c'était la pause là en fait. Ça n'a rien à voir, mais la tête d'Engijol à côté, elle est incroyable. J'avoue, mais moi, elle m'a perturbé un petit peu. Ils sont chez Alice ADSL. Non mais vraiment, purée de pommes de terre. En tout cas, voilà pourquoi c'était intéressant de revenir un petit peu sur ça, de préciser aussi notre angle là-dessus, mon angle, et mes propos qui n'engagent que moi évidemment, sur le fait qu'il n'y a rien de plus entrisme. Si tu cherches à dénoncer l'entrisme en France, du frérisme ou autre, dans les milieux politiques, etc., pas la peine d'aller chercher très loin dans un truc qui n'existe pas. L'entrisme, là, il est réel. C'est un entrisme d'une force étrangère qui veut empêcher toute critique de ses agissements. Et ça, en fait, même sous couvert de bons sentiments et d'un bon discours de « Non, mais on a le droit de critiquer, hein, mais c'est juste, voilà, il faut pas utiliser le mot antisioniste, etc. » Chacal, donne-nous un mot qu'on pourrait utiliser pour dénoncer le fait qu'il y a un pays, en l'occurrence Israël, qui ne respecte pas le droit international, qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et qui a une plainte pour génocide sur le cul. Dis-nous comment on appelle un pays qui utilise la force pour s'étendre de plus en plus et pour ne pas respecter ses accords, pour tuer, torturer ou violer, affamer une population civile. Dis-nous quel est le nom de cette idéologie. Trouve-nous un mot et nous, on sera anti ça. Tout simplement. Allez, on passe tout de suite au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous mettez uniquement des emojis et moi-même je devrais me retenir. Alors allez-y, mettez vos emojis sur le chat, laissez-moi voir tous vos emojis, ça veut dire que vous êtes prêts et que vous n'aurez pas le droit de commenter, évidemment. Moi je suis prêt. Allez, je vois que ça y est, je vois des chats, je vois des Dr H, je vois des... Non, c'est pas Dr H, ça. Oh, je sais pas, c'est Pierre-Emmanuel Barré, je vois des Kevin, je vois des Palestines, des dinosaures qui dansent, des purées de pommes de terre, des lois CKR Now, des chacals ou des chacos, no politics here, des chalgoumis évidemment, des Michel Drucker, ça veut dire que ça y est, on est prêt. Je vois pas les emojis de YouTube, sachez-le, je vois juste le nom de vos emojis. Donc moi je vois hand purple, blue, peace, hand purple, blue, face turquoise, covering eyes. Attendez, je vais Michel Drucker, ça veut dire que je vais aller voir vos emojis un peu. Ah d'accord, c'est ça. D'accord, là je suis sur le chat là, je suis en train de regarder. Ok, je vois vos emojis pour la première fois, putain, c'est incroyable. Oh, je suis ému, putain. Oh là là, je vois des tortues, je vois des pouces. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Non, Arthur, on n'a pas le droit de commenter là. On doit uniquement mettre des emojis et je commence. C'est parti. Alors, première no comment. Pour réfuter l'accusation de génocide à Gaza, Meir Habib qualifie le conflit de guerre qui implique des civils. Ok.
La chaîne BBC a rassemblé des preuves concernant 160 cas d'enfants tués par balle à Gaza par l'armée israélienne. L'étude a révélé que dans 95 cas sur 160, soit 60%, l'enfant avait reçu une balle dans la tête ou dans la poitrine. La plupart des victimes avaient moins de 12 ans. Waouh. Waouh. Et enfin, Emmanuel Macron dit « Notre soutien à l'Ukraine est inébranlable. La France maintient son engagement dans le plan européen de 90 milliards d'euros. » Allez, on va passer tout de suite au miel. On en a besoin, non ? Vous pouvez reparler. Vous pouvez reparler. Le miel et les abeilles, tu connais si t'es un ancien, évidemment. On va attaquer tout de suite avec un miel qui nous vient, un miel de Ferris, comme on l'appelle dans le jargon, Ferris Barka. Ce jeune homme d'à peine 20 ans, 22 ans, je sais plus, qui est déjà prof à la Sorbonne et je crois que qui a un mouvement, une asso qui s'appelait Banlieue Écolo, je crois, c'est ça ? Je sais plus. En tout cas, il est Désiré Bastardo et qui est Giant Coucou là. On va regarder donc comment il a Kulutaman, Banlieue Climat, voilà, cherchez le mot, merci beaucoup. On va voir Ferris Barka, comment il a Kulutaman Alex Devecchio, un droitard réactionnaire. Vous allez voir, c'est du petit lait. Que vous voulez adosser des comportements à une situation, à un contexte matériel, à un contexte de vie, ou vous voulez adosser ça à une culture et à une ethnie. Si vous voulez adosser à une culture ethnie, c'est condamnable par la loi, et là on peut appeler l'ARCOM directement, ou option numéro 2, ou option numéro 3, vous reliez des effets de violence à une ethnie et à une culture, je comprends pas. Je peux vous répondre précisément pour ce qui est des émeutes de 2005, des gens qui étaient dans une culture violente, qui importent cette culture. Mais en France, il peut y avoir des tensions culturelles. Mais pourquoi il y a dans cette culture violente Ces conflits violents, ils ont été créés par qui ? Comment ils s'organisent ? Donc là, on revient à ce que je disais avant, la colonialité, ce genre de concept, il faut les investir, monsieur, parce qu'on comprend d'où viennent les tensions et comment elles s'importent du coup ici sur le territoire. 80 à 90% des meurtres sont faits dans la catégorie les plus précaires de la société, notamment aux États-Unis. Donc en fait, on peut expliquer un comportement violent par, de fait, une densité de population, un lieu, un endroit. Dans la ruralité, cette violence s'exprime autrement. L'alcoolisme, les violences intrafamiliales, c'est aussi des expressions de violence qui sont liées à un territoire. Si là, demain matin, je vous frappe et on a une caméra qui dit « Ah, regardez, Ferris a frappé Alexandre Devecchio ». Si directement, je suis embarqué et je suis puni, c'est intéressant. Alexandre ne va pas avoir besoin de s'énerver, de se mettre en colère. Par contre, si moi je frappe Alexandre Devecchio et qu'il ne se passe rien du tout, une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'au bout d'un moment, Alexandre Devecchio va exprimer sa colère d'une manière, donc il parlait beaucoup des émeutes dans son livre, l'absence de colère collective quand un enfant meurt dans nos quartiers, qui crée cette colère-là, et aussi ce genre de discours qui va venir structurer et justifier, décrédibiliser les violences qu'on vit dans. Donc en réalité, si on base l'assimilation vis-à-vis d'une réaction contestataire, on n'y arrive pas, parce que ça veut dire que les gilets jaunes ne sont pas assimilés à la France. C'est ça que vous êtes en train de dire? Il l'a Kouloutamam. Chapeau. Ici, on est basé comme au baseball. Ah, il a été basé. Ah là 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 là. Ça fait tellement plaisir, basé comme au baseball. Un miel bio, un miel vraiment élevé en plein air, sans additifs, sans conservateurs, un miel Tarle Bled. Il l'a farapé, Ferris Barka, il l'a barquetté, quoi. Vraiment, bravo. On finit sur une bonne note grâce à lui. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. C'est un plaisir toujours de pouvoir papoter avec vous. Et comme d'habitude, rendez-vous demain à 9h30. À 9h30 demain. Ah, on reprend comme d'hab. Ah bah ouais, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. On se retrouve sur le Telegram si vous voulez papoter. Et puis, je vous dis à demain. On a atteint les 5100 followers. Ça fait plaisir. Et on reprend le relais avec Nouévé et Nour qui sont déjà préparés pour le double N. Et ben c'est parti. On envoie le double N. En tout cas, merci beaucoup. À demain, 9h30. Et on se retrouve dans le double N. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.